Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur Africa 24 pour cette audience d'appel de la mise en liberté de l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Une audience qui se déroule donc depuis la Cour pénale internationale à La Haye. Et pour passer ce moment en notre compagnie, nous sommes avec notre éditorialiste, Christian Nana, bienvenue. Merci, bonjour. Et également nos deux premiers invités, Maître Majid Bouden, vous êtes avocat au barreau de Paris, vous êtes également président de l'association des avocats en droit international à Paris, donc bienvenue à vous. Merci. Également, nous sommes en compagnie d'Arsène Touault, vous êtes écrivain, auteur notamment de Côte d'Ivoire, leçon du 11 avril 2011, faut-il choisir la violence armée pour bâtir une démocratie, ouvrage paru aux éditions L'Harmattan, c'est bien ça? Tout à fait. Bienvenue à vous également. Merci. Messieurs, c'est donc une journée, on va dire, historique parce que l'ancien président Laurent Gbagbo va être fixé aujourd'hui sur sa demande de mise en liberté provisoire. La première avait été rejetée le 13 juillet dernier et aujourd'hui donc c'est le jugement en appel. Qu'est-ce qu'il faut attendre de cette journée, Maître Majid Bouden? C'est une décision de procédure et la première décision, donc, elle a refusé de libérer Laurent Gbagbo, donc le tribunal de la CPI a jugé qu'il y a suffisamment de charges pour le juger, d'une part, et qu'il n'y a pas de garantie suffisante pour le laisser en liberté pour pouvoir avoir la certitude qu'il va être de se représenter devant la CPI. Donc, elle le garde en détention. Et Arsène Touault. Oui, il faut dire que le motif qui a soutenu le refus de la CPI de libérer le président Gbagbo est un motif qui est manifestement incorrect, parce que attendre du président Laurent Gbagbo qui ne se présente pas lorsqu'on va le convoquer, c'est pratiquement irréaliste. Le président Gbagbo, c'est celui-là qui est resté dans son palais présidentiel lorsque les bombes devaient pleuvoir sur ce palais. Il n'a pas fui. Donc, il est normal qu'on puisse croire qu'il est assez responsable pour se représenter à l'audience lorsque on le convoquerait. Et même lorsque je me souviens du motif qui est évoqué, on a dit que le réseau de soutien au président Gbagbo est assez vaste pour faire croire qu'on mettait tout en œuvre pour comme c'était un moyen de pression, pour l'aider à s'échapper quand il sera en liberté. C'est donc une journée importante. Oui, elle est importante. Je ne dirais pas historique parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le fin mot de l'histoire. Même s'il est débouté aujourd'hui, il a encore un certain nombre de voies de recours possibles. Il y a encore d'autres possibilités pour obtenir sa libération. Donc je crois que nous sommes aujourd'hui dans une étape de son combat. Mais je voulais insister sur le fait que je crois qu'au-delà de la décision de justice, il faut avoir en tête l'apaisement en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est très important qu'on puisse permettre aux factions qui se sont battues pendant longtemps de s'entendre et de bâtir un pays. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse accomplir ça vraiment en maintenant Gbagbo dans les geôles de la Cour pénale internationale. Alors, on parlera de tout cela, mais ce qui est sûr, c'est que cette audience donc, de jugement en appel est en quelque sorte une étape supplémentaire dans un processus assez long finalement, qui aura conduit l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, jusqu'à la CPI. Retour sur les faits avec Raji Jasfar. Laurent Gbagbo devant la chambre d'appel de la Cour pénale internationale ce jour. La Cour doit se prononcer à la suite de l'appel interjeté par les avocats de l'ancien président Laurent Gbagbo qui réclament sa libération provisoire après avoir essuyé un premier refus auprès de la chambre préliminaire le 13 juillet dernier. La liberté provisoire, c'est une étape dans un long processus. Ce n'est pas important aujourd'hui. Ce qui est important, c'est cette décision refusant la participation des avocats qui se sont présentés comme les avocats de la Cour d'Ivoire et qui sont aussi les avocats de M. Ouattara, à participer à la procédure devant la Cour pénale internationale. Laurent Gbagbo est incarcéré à La Haye depuis le 30 novembre 2011. Un mandat d'arrêt international avait été émis à son encontre pour des faits de crimes contre l'humanité après les violences qui ont suivi les résultats de l'élection présidentielle au mois de novembre 2010.
Les résultats du scrutin devaient être annoncés le 30 novembre 2010 par le porte-parole de la commission électorale indépendante. Toutefois, l'annonce a dû être reportée, un membre de la CEI proche du candidat Laurent Gbagbo ayant empêché sa proclamation. Le 2 décembre, c'est chose faite, la CEI reconnaît le candidat Alassane Ouattara, vainqueur du scrutin avec 54,1% des voix. En ces instants, je mesure pleinement la responsabilité qui est la mienne face à la confiance et aux nombreuses attentes de nos compatriotes. Ivoiriennes, Ivoiriens, j'exprime ma gratitude à tous nos compatriotes et les félicite pour l'option résolument faite de renforcer la démocratie et d'en faire usage comme instrument de paix. Le camp de Laurent Gbagbo rejette les résultats de la CEI et le Conseil constitutionnel le reconnaît vainqueur le jour suivant. La Côte d'Ivoire est alors de nouveau divisée. 2 présidents la dirigent, Laurent Gbagbo depuis le palais présidentiel du Plateau et Alassane Ouattara retranché à l'hôtel du Golfe d'Abidjan, mais jouissant de la reconnaissance internationale. S'ensuit une série de violences opposant l'armée régulière, les FRCI, aux forces nouvelles de Guillaume Soro, nouveau Premier ministre, après avoir raillé Alassane Ouattara. Chaque camp se rejette tour à tour les exactions commises. La force est sans issue et donc il est important que les rebelles déposent les armes et qu'on emprunte le chemin le cadre qui est tracé par l'Union africaine, à savoir les négociations autour de la question des propositions de l'Union africaine. Vous n'imaginez pas donc les massacres des populations qui ont été donc causés et laissés par M. Laurent Gbagbo. De nombreuses exactions ont été commises sur la population. Des crimes odieux ont été commis. Et vous pensez qu'on devrait regarder M. Laurent Gbagbo continuer donc à massacrer les Ivoiriens? Laurent Gbagbo sera finalement arrêté le 11 avril 2011 lors de l'attaque du palais présidentiel par les forces nouvelles, appuyées de l'ONUCI et de la force licorne française. Il est placé en résidence surveillée au palais de Korogo, dans le nord du pays. Au cours de sa détention, plusieurs personnalités lui ont rendu visite, dont l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan. Laurent Gbagbo est alors apparu en forme et en bonne santé. Il a appelé à la fin des violences et au redressement économique du pays. Ce pays est une bonne mécanique, est une belle mécanique économiquement. Et puis, du point de vue de l'intégration, il ne faut pas le casser à cause de nos querelles politiques. 3248 personnes tuées, c'est le bilan qu'a dressé la Commission nationale d'enquête des violences post-électorales en Côte d'Ivoire, imputant l'essentiel des exactions aux forces de Laurent Gbagbo, mais en signalant également celles des forces nouvelles. Pourtant, aucun ancien responsable des forces nouvelles n'a été inquiété par l'émission d'un mandat d'arrêt international par la CPI. En Libye, il y a eu aussi la même situation. Est-ce qu'en Libye, on mettra les mêmes crimes commis par le régime de Kadhafi au même niveau que le CNT qui est aujourd'hui au pouvoir? Ce vendredi à La Haye, aux Pays-Bas, le jugement de la Chambre d'appel sera connu. Si Laurent Gbagbo venait à bénéficier de la liberté provisoire, l'audience du 30 octobre serait dénuée de fondement. Et si au contraire l'ancien chef d'État a été débouté, l'audience du 30 octobre sera maintenue. Maître Magine Bouden, en quoi est-ce que l'audience de ce jour est-elle distincte de celle du 30 octobre prochain? Eh bien, le procès se construit par étapes. Donc, il y a plusieurs aspects, pour faire simple, dans cette affaire. Il y a la décision de la Cour d'autoriser le procureur à poursuivre. Contrairement à la justice nationale, le procureur ne peut pas déclencher les poursuites de lui-même. La Cour pénale internationale, qui veut être impartiale et qui a le monde qui est en train de le regarder, il y a des mécanismes pour asseoir cette impartialité. Donc, le procureur, il peut faire la demande, mais il ne peut pas poursuivre tout seul. Donc maintenant, le procureur a été autorisé de poursuivre. Deuxième étape, il y a les avocats de la partie accusée qui ont des moyens pour contester.
Et ils ont plusieurs moyens et plusieurs possibilités. Il faut assurer les principes du procès équitable. Et la Cour pénale internationale respecte scrupuleusement ces principes-là. Et donc, ils ont fait des demandes pour la mise en liberté et ils ont contesté la compétence de la Cour pénale internationale. Et ce sont deux éléments clés. La Cour pénale internationale a rejeté dans une première étape la mise en liberté provisoire et elle a rejeté les demandes d'incompétence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour la première, et on l'a dit tout à l'heure, qu'ils trouvent suffisamment de charges et la question de la garantie de représentation n'est pas assurée. Ce n'est pas un problème de la volonté de la personne uniquement, mais il y a un problème d'ordre public international. Les crimes allégués, ce n'est pas encore établi, sont suffisamment graves parce qu'ils touchent l'ensemble de l'humanité. Ce n'est pas un problème aujourd'hui purement ivoirien. Ça concerne l'ensemble de la communauté internationale. Et le deuxième aspect, c'est la compétence. La Côte d'Ivoire n'est pas membre de la Cour pénale internationale, n'a pas ratifié, mais elle a accepté. Et donc il y a un consentement de la Côte d'Ivoire de se soumettre ou de soumettre ses ressortissants à la CPI. Et qui a accepté ça? C'est Laurent Gbagbo lui-même. C'est la Côte d'Ivoire sous le régime de Laurent Gbagbo. Après, sous le régime de Ouattara, la Côte d'Ivoire a reconfirmé cette acceptation à 2 reprises. Et ce qui est important à souligner à ce stade, c'est que non seulement la période de Laurent Gbagbo qui est visée par les enquêtes de la Cour pénale internationale, mais aussi la période actuelle. Et donc, ça crée un équilibre. Et là, on rejoint l'idée de la réconciliation, parce que la réconciliation ne peut se faire que si on passe par... On va y revenir, Maître Majid Boudin. Arsène Touo, moi je voudrais vous demander en quoi est-ce que cette audience d'aujourd'hui a pu apporter un élément nouveau par rapport à la première demande de mise en liberté provisoire qui a été rejetée, parce qu'on peut supposer qu'il faut absolument un élément nouveau pour que cette fois-ci cette demande soit jugée recevable. En effet, il faut préciser que la demande en liberté provisoire est un droit pour l'accusé. Fait partie des droits que la CPI reconnaît aux accusés qui sont devant elle. Et si on est là aujourd'hui, c'est parce que dans les textes de la CPI, il est autorisé à l'accusé, dans un intervalle de 120 jours, d'interjeter appel pour demander sa liberté provisoire. Et ici, la CPI sait elle-même que ces procédures sont longues. C'est pour ça que dans son mécanisme, elle a prévu elle-même que les accusés puissent bénéficier de ce droit d'être en liberté en attendant que le jugement ait lieu. Alors nous, on se dirige du côté de la Haye, donc de la Cour pénale internationale, où l'audience va commencer dans quelques minutes, dans quelques secondes même. On va suivre cette audience. L'affaire Le Procureur contre Laurent Gbagbo. Affaire ICC-02/11-01/11. Good afternoon. Le Président, bonjour. Avant de donner lecture du résumé de l'appel relatif à l'appel, je vais demander aux participants de bien vouloir se présenter aux fins du procès verbal. Je vais commencer avec le bureau du procureur. Bonjour Madame le Président. Le bureau du procureur cet après-midi est représenté par Merichel Riguet et Reinhold Kalmelza. Je vous remercie. Le Président, je vous remercie. Je me tourne à présent vers la défense. Je vais demander à la défense de bien pouvoir se présenter. Merci Madame le Président. Permettez-moi de vous présenter Maître Fovo Ivanovic du barreau de Paris, Jennifer Naouri, qui est assistant légal et qui est à côté de moi, et derrière nous, Gaël Buchet, case manager. Et quant à moi, je suis Emmanuel Altit, conseil du président Gbagbo. Thank you very much. Président, je vous remercie. Et au fin du procès verbal, je suis le juge Sangui Monaren, le juge président
en la présente affaire concernant cet appel. Et je vais vous donner lecture du résumé. Cet après-midi, je vais donc vous donner lecture du résumé de l'arrêt de la Chambre d'appel relatif à l'appel interjeté par M. Gbagbo contre la décision de la Chambre préliminaire 1 du 13 juillet 2012, qui a rejeté sa demande de liberté provisoire. Je tiens à souligner que seul l'arrêt qui sera déposé et notifié aux parties et participants dans peu de temps fait foi et non le présent résumé. Avant d'aborder le fond de l'appel, je vais brièvement faire un rappel des faits de la procédure qui a précédé l'appel. Le 13 juillet 2012, la Chambre préliminaire 1, qui, au fin du procès-verbal, sera soulignée comme étant la PTC 1, a rendu sa décision relative à la requête de M. Gbagbo aux fins de liberté provisoire, décision qui a conclu ce qui suit. Petit 1. Toutes les dispositions relatives à la détention telles que énoncées à l'article 58, paragraphe 1, B, petit I, A, petit 3 sont satisfaites et que le maintien de la détention de M. Gbagbo demeure nécessaire. 2. Aucune autre mesure que les détentions ne suffirait à atténuer les risques. Et, petit 3, que la liberté provisoire ne peut être ordonnée sur la base des conditions de santé de M. Gbagbo qui ont été alléguées. Le 23 juillet 2012, M. Gbagbo a déposé sa notification d'interjeter appel de la décision de la Chambre préliminaire 1, suivie peu après par son document à l'appui de l'appel, dans lequel il soulève 4 moyens d'appel. Le 21 août 2012, le procureur a déposé sa réponse au document à l'appui de l'appel, dans laquelle il soutient que les 4 moyens d'appel devraient être rejetés. Je vais à présent aborder le fond de l'appel tel que l'a analysé la Chambre d'appel, en me penchant sur chaque moyen assorti des conclusions qu'elle a tirées sur chacun d'eux. Premier moyen d'appel. Dans son premier moyen d'appel, M. Gbagbo soutient que la Chambre préliminaire 1 a appliqué un critère erroné en rendant sa décision sur sa requête aux fins de liberté provisoire. Il avance que le fait que la Chambre préliminaire prenne comme point de départ la décision relative au mandat d'arrêt et qu'elle se réfère aux critères portant sur l'évolution des circonstances est une indication qu'elle a appliqué un critère incorrect portant ainsi atteinte à la décision dans son entièreté. En réponse, le procureur fait valoir que, nonobstant la référence que fait la Chambre à l'évolution des circonstances, lorsqu'elle évoque le critère de réexamen, la Chambre a néanmoins entrepris, dans la décision attaquée, un nouvel examen des circonstances tel que l'exige l'article 60, paragraphe 2. La Chambre d'appel s'est préalablement prononcée sur la différence qui existe entre le critère de réexamen pour une décision rendue au titre de l'article 60, paragraphe 2 du statut, et celle rendue au titre de l'article 60, paragraphe 3 du statut. Au titre de l'article 60, paragraphe 2, c'est une décision, entre parenthèses, de novo, dans laquelle la Chambre préliminaire doit déterminer
si les conditions énoncées à l'article 58, paragraphe 1 sont réalisées.